On a toujours cette vision-là, à la fois à long terme, la vision d'entreprise, mais aussi la vision court terme de combien de temps je peux vivre. On se lève Everzome, on va se coucher Everzome, on vit notre journée Everzome, on passe notre week-end Everzome, nos vacances Everzome. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous, c'est Laurent qui vous parle, Laurent de The Meta News, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, comme c'est la tradition avec le Déclic. Je suis en compagnie de Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurent. Jeanne, vous êtes CEO, comme on dit aujourd'hui, et cofondatrice d'Everzome. Comment allez-vous déjà ? Très bien, merci. Et comment va Everzome ? Très bien en ce moment. Everzome va bien, elle se développe assez bien. Alors vous avez compris, ici, on est là pour parler du pourquoi et surtout du pour qui, avec le déclic de Jeanne que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord qu'on se penche sur le comment. Le comment, c'est Everzome finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots simples, même si j'en ai une petite idée, il s'agit de nanomédecine notamment, ce que vous faites au sein d'Everzome ? Oui, tout à fait. Alors, chez Everzome, on travaille sur des nanoparticules biologiques qui s'appellent des vésicules extracellulaires ou encore des exosomes, qui ont beaucoup d'applications pour la médecine régénérative. Par exemple, pour des patients qui souffriraient d'arthrose ou qui auraient subi un infarctus ou encore un AVC. Et donc, ces nanoparticules biologiques ont un effet régénératif très important. Et un des enjeux principaux de la diffusion de cette technologie aux patients et donc le développement de nouvelles thérapies vésiculaires, finalement, c'est la capacité à produire des quantités suffisantes pour une utilisation chez l'homme et donc une utilisation clinique. Là, c'est l'enjeu du moment. Produire en quantité suffisante pour... Exactement. Et dans ce contexte, Everzome, on se positionne vraiment comme fabricant de ces nanoparticules biologiques avec une innovation qui a été inventée dans le laboratoire matières et systèmes complexes de l'Université de Paris et du CNRS et qui permet d'augmenter considérablement les rendements de production. Jeanne, parlez-nous de votre parcours universitaire avant le grand saut vers l'entrepreneuriat. C'est un parcours assez classique finalement. Oui, tout à fait. Donc c'était un parcours de chimiste plutôt. Donc j'ai fait un master, j'ai fait aussi une année d'agrég que malheureusement je n'ai pas eu. Et puis j'ai enchaîné sur un master de recherche et une thèse que j'ai commencée en 2014 dans un laboratoire étonnamment un peu de physique alors que j'avais plutôt suivi un parcours de chimiste. Mais c'est un laboratoire pluridisciplinaire qui fait pas mal de recherche translationnelle et qui est au croisement entre la physique, la biologie, un peu de chimie aussi. C'est ça qui vous a peut-être donné le goût de l'à côté ? Tout à fait, oui. Je pense que le déclic, c'est, en l'occurrence, on discute d'une personne, mais c'est aussi un environnement, une situation. Et c'est vrai que la thèse au laboratoire MSC, ça a été quelque chose de très formateur aussi pour moi parce que j'ai eu l'opportunité de travailler sur différents sujets de thèse, dans différents domaines, avec différents collaborateurs. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une directrice de thèse, Florence Gazeau, qui m'a fait extrêmement confiance. Et c'est au sein de ce laboratoire que vous avez trouvé les cofondateur de ce qu'est Everzome aujourd'hui ? Exactement, c'était une des thématiques de recherche du labo et en particulier de Florence aussi, ma directrice de thèse, et d'Amanda Brun et Claire Wilhelm qui ont développé ensemble cette thématique sur les vésicules extracellulaires et qui travaillent dessus depuis plus de 10 ans. Et donc c'est dans le cadre en particulier de la thèse de Max Pifou, qui est aussi un des cofondateurs d'Everzome, qu'on a pu créer la société. Everzome a été lancé en 2019, ça fait donc déjà 2 ans que vous avez lancé Everzome. Combien de personnes aujourd'hui ça représente ? Alors aujourd'hui, tout compris, c'est-à-dire les permanents CDI, on va dire, les stagiaires alternants, on est 14, enfin bientôt 14 dans 2 semaines. Et effectivement, il y a 2 ans, on n'était pas encore créé et on a très longtemps fonctionné à 2 et puis à 3 pendant un moment. Donc là, on connaît une forte croissance depuis peu. Vous voyez faire ça il y a encore quelques années ? Pas du tout.
Pas du tout. Donc, je pense qu'on a commencé à réfléchir sur ce projet de création d'entreprise en 2017-2018. Et je pense que c'est le sujet aussi de l'émission. Ça a été vraiment un déclic à ce moment-là. Et avant, j'étais vraiment dans le parcours universitaire assez classique. Je faisais une thèse au laboratoire matières et systèmes complexes que j'ai commencé en 2014 et soutenu en 2018. Et à ce moment-là, je me voyais, avant le déclic, je me voyais poursuivre en postdoctorat et passer les concours de la fonction publique. La recherche, c'est aussi un peu une affaire de famille, je crois, chez vous. Oui, tout à fait. Fille de chercheuse, sœur de chercheuse même. C'était naturel de continuer dans l'académie pour vous ? Plutôt, oui. Et pourtant, ça s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. Mais j'en suis assez contente. Aujourd'hui, finalement, 2 ans après ce déclic qui sera personnifié, vous l'avez compris, dans peu de temps, est-ce que vous regrettez ce saut ? Ah, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et je pense que la question c'est jamais posée. Je pense que aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment... ça me permet de m'épanouir. Et puis, c'est des challenges au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et où je me sens à ma place. Vous n'êtes pas seul dans Everzo, mais vous avez aussi un co-associé, un co-fondateur, Nicolas. En 2 mots, comment vous répartissez les tâches entre lui et vous ? Alors, on n'est pas que 2. En fait, l'aventure, ça a commencé à 6, avec évidemment les chercheurs qui ont inventé la technologie et qui sont là dans la société, cofondateurs, et qui nous soutiennent au quotidien. Toujours aujourd'hui, donc ? Toujours aujourd'hui. Et Nicolas, on s'est rencontrés à l'école centrale, et c'est vrai que tous les 2, on est primo-entrepreneurs. Et tout au début, on faisait vraiment quasiment tout à 2, parce qu'on avait aussi cette envie d'apprendre à comment créer une entreprise. Et c'est depuis 1 an qu'on commence vraiment à se répartir un peu les tâches, les rôles. Donc Nicolas, il est plus en charge de l'administratif, de la finance. Moi, de mon côté, ça va plus être le management des équipes, la R&D. Mais tous les 2, on construit ensemble la vision et on met en place aussi ensemble la stratégie de la société. Merci Jeanne. On va peut-être lever le suspense dans pas longtemps et appeler le déclic. C'est une personne que vous avez choisie, alors qui n'est pas Nicolas, votre co-associé, mais finalement les moments sont proches. Je vous propose qu'on l'appelle et qu'on discute avec lui dans un instant. Oui, allô ? Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous présenter rapidement, monsieur ? Oui, alors je suis Éric Langrenier. J'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai monté plusieurs entreprises au cours de ma carrière. Et depuis un moment déjà, je me donne du temps pour transmettre et former, notamment à travers différents dispositifs, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprises et issus de différents horizons, qu'ils soient scientifiques, ingénieurs ou tout simplement des jeunes qui veulent démarrer dans la vie. Dans quelles circonstances vous avez rencontré Jeanne ? Alors j'ai rencontré Jeanne lors d'un séminaire de formation que j'animais pour le CNRS dans un château de la région parisienne. Dans un petit groupe de doctorants et chercheurs autour des nanosciences qui voulaient découvrir la valorisation de la recherche par la création d'entreprises. Et quelles ont été vos premières impressions ? Parce que vous êtes en petit groupe, j'imagine que c'est pour jauger les gens, savoir un peu ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'elle avait une belle tête et un beau cœur. Puisque vous m'amenez sur ces dimensions-là qui sont très importantes de mon point de vue, parce que en tant que professionnel, nos fonctions sont portées par l'être humain que nous sommes. Et pour moi, c'est 2 dimensions clés que j'aborde dans toutes mes formations, l'aspect métier et l'aspect de l'aventure humaine que recouvre ce métier. Et Jeanne, pour moi, fait partie des gens qui rayonnent sur les 2 dimensions, parce que je l'ai trouvée tout de suite très, très agile, bien sûr, intellectuellement, mais ça, nombreux sont les chercheurs qui sont de cette trempe-là, mais également avec un regard, une attention, une qualité de la relation, même dans le non-verbal, qui était très, très frappant. C'est beaucoup de compliments, Jeanne. Oui.
C'est vous qui avez choisi Eric comme déclic. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là, du moment que décrit Eric, de cette formation ? Ah oui, tout à fait. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. C'était d'ailleurs une formation que j'avais suivie plutôt par hasard au début, qui m'a été recommandée par Jean-Baptiste Marie d'Abelite, qui a aussi une très belle histoire. Et au début, c'était vraiment par curiosité, sans avoir d'idée en tête en particulier. Et je m'en rappelle très bien parce que les premiers jours, c'était un peu difficile à suivre. Parce que je comprenais pas forcément tout, mais c'est vrai qu'Eric a cette qualité aussi de réussir à inclure vraiment toutes les personnes dans le groupe, quel que soit leur niveau. Et puis, au bout de 2 jours, ça a été vraiment le changement total, où je me revois en fait appeler Florence Gazo, ma directrice de thèse à ce moment-là, en lui disant c'est ce que je veux faire. Et ça, j'en étais plus que convaincue. Eric, vous l'avez perçu aussi, ça, à ce moment-là ? Oui, de manière progressive, mais avec une intensité croissante, effectivement, parce que comme on est en petit groupe, moi, ça me permet de me connecter un peu à chaque participant, au niveau du regard, mais aussi au niveau des discussions qu'on peut avoir lors des pauses et puis lors des questions-réponses. Et j'ai bien vu les yeux de Jeanne qui brillaient de plus en plus au cours de cette semaine de formation. Donc oui, c'était très perceptible. Merci Eric. Restez avec nous, on va échanger avec Jeanne maintenant sur l'aspect travail, sur l'aspect entrepreneuriat en tant que tel. Quand on lance ce genre d'entreprise, alors on a l'habitude de dire que la recherche c'est le temps long. Là, on est dans un temps qui est beaucoup plus court, j'imagine. Oui, et on change complètement aussi de perspective parce qu'on rentre aussi dans un... Non, en fait, on va avoir des enjeux économiques beaucoup plus que quand on est chercheur, je pense. Ça change beaucoup de choses, ça ? L'économie, l'aspect, le rapport à l'argent, ne serait-ce que le rapport à l'argent, c'est important, j'imagine ? Oui, parce que, et ça, c'est aussi ce qu'on nous répétait au début, c'est que la trésorerie, donc l'argent, c'est notre carburant, et sans carburant, on n'avance plus. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Et donc, on a toujours cette vision-là, à la fois à long terme, la vision d'entreprise, mais aussi la vision court terme de combien de temps je peux vivre. Vous l'avez appris facilement, ce rythme ? Oui, enfin après, c'est aussi, on l'apprend parce qu'on ouvre un compte dans une banque. Et donc, on voit au fur et à mesure l'argent qui augmente ou qui diminue. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... c'est pas quelque chose à apprendre, en fait. On le sait, on est tout de suite mis dans le bain. Toujours en termes de rythme, alors, je pense que la recherche habite l'esprit des chercheurs de manière continue, H24. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour une start-up ? C'est toujours associé à une forme de frénésie où tout va vite. Oui, et je pense que c'est H24. Pendant pas mal de temps, alors peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on se lève Everzome, on va se coucher Everzome, je vis notre journée Everzome, on passe notre week-end Everzome, nos vacances Everzome. Ça se calme au bout d'un moment, parce que c'est vrai qu'au début, il y a aussi toute l'excitation de se lancer dans un nouveau truc, et puis l'envie que ça réussisse. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas quelque chose que je perçois comme une contrainte, en tout cas jusque présent, parce que c'est aussi la découverte d'un tout nouveau domaine. C'est vraiment une nouvelle aventure qu'on a envie de vivre, que j'ai envie de vivre pleinement. Même l'aspect RH, gestion, parler de trésorerie à l'instant, c'est quelque chose qui... Alors, vous avez des gens sur qui compter, j'imagine, c'est ça aussi qui vous rassure ? Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est des choses que moi je connaissais pas vraiment. Et puis on le découvre à deux, avec mon associé Nicolas. Et puis c'est des choses, au début je pense que c'est intéressant de les découvrir, de comprendre comment elles fonctionnent. Et puis il y a des choses plus intéressantes qu'on a envie de continuer et de prendre en charge. Pour ma part, par exemple le management, le RH, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que la finance c'est plutôt Nicolas, mais ça c'est une affaire aussi de choix, de goût. Et la communication. Et la communication, c'est un peu tous les deux, la communication. Eric, vous qui connaissez bien les chercheurs, qui en avez accompagné, j'imagine beaucoup, oui. Qu'est-ce qu'il faut apprendre ou qu'est-ce qu'il faut désapprendre quand on quitte l'académie ? Je dirais qu'il faut savoir transposer et élargir. Il n'y a rien de spécifiquement à désapprendre. Il faut se reconnecter au contraire à l'essence de la recherche. C'est-à-dire qu'une entreprise qui démarre, elle doit valider
progressivement deux dimensions très importantes. D'une part, son marché, parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de raison d'être pour une entreprise. Et puis, sa technologie, comme étant capable de réaliser des produits industrialisables. Et ça, pour valider ces deux dimensions-là, c'est essentiellement une démarche itérative, comme le fait le chercheur lorsqu'il est sur sa paillasse en faisant ses manips. Et une fois qu'un scientifique a compris que c'est ce qu'il sait faire, mais sur d'autres dimensions, la seule question qui lui reste, c'est de se demander s'il a envie de mettre le doigt dans ces dimensions nouvelles. Et si c'est le cas, la démarche en elle-même est très simple après pour lui. C'est dans la tête. C'est dans la tête et dans les tripes, et dans le cœur. C'est-à-dire que la tête, bien sûr, c'est des concepts, mais c'est les tripes parce qu'il faut de l'énergie, il y a des émotions, c'est pas un long fleuve tranquille. On rencontre des obstacles, il faut les contourner. Et c'est pas la même chose, par contre, de les contourner en tant qu'entrepreneur ou en tant que chercheur. En tant que chercheur, notre salaire est assuré tous les mois. En tant qu'entrepreneur, il faut aller le chercher. Et vous confirmez, Jeanne, j'imagine. Oui, tout à fait. L'équipe, mais c'est cardinal. Oui, tout à fait. Je pense que l'équipe, à la fois l'équipe fondatrice, est extrêmement importante parce que c'est une équipe qui déjà va commencer l'aventure et puis va vous soutenir dans les moments assez difficiles. Et puis après l'équipe au sens opérationnel, donc les gens avec qui on travaille au quotidien, c'est extrêmement important aussi pour faire avancer le projet, faire avancer tout ce qui est, dans notre cas, tout ce qui est R&D. Vous faites plus de recherche au sens strict du terme, je parle à titre personnel, en tout cas plus dans un laboratoire, mais est-ce que vous faites toujours de la science ? Oui, tout à fait, parce que la société Eversome, c'est une société où on développe un procédé, on essaye d'optimiser ce procédé-là. Donc, il y a tout un tas de questions qui se posent sur comment on l'optimise et comment on le fait au mieux et qu'est-ce qu'on produit finalement. Donc, on est là sur nos équipes. Je pense que sur 14, on est 13 à aller dans un laboratoire. Et puis, donc, on est hébergé à l'Université de Paris et on utilise notre laboratoire tout le temps. Donc, effectivement, on fait de la science. Et puis, nous, on est obligé, c'est aussi un plaisir, mais de participer justement à cette stratégie scientifique de vers où on avance, comment on optimise, comment on innove. C'est extrêmement important, ce genre de questions pour Eversome. Vous êtes en train de me prouver qu'on peut faire d'une start-up, monter une start-up sans faire d'anglicisme. Ça dépend sur quel mot, mais effectivement, je pense qu'il faut utiliser les anglicismes avec peut-être... Parcimonie. Oui, c'est ça. Et puis que ça ait du sens. Par exemple, utiliser feedback au lieu de retour, utiliser meeting au lieu de réunion, finalement, on trouve des mots en français qui existent et qui font le job. En revanche, sur certains mots comme equity, c'est vrai que ça peut être plus simple de les utiliser parce que ça a vraiment un sens important. Et une traduction en française, prise de participation, ça existe, mais c'est vrai que ça parle moins. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter aux interlocuteurs avec qui on discute et utiliser ce genre d'anglicisme dans certaines situations ou quand il faut. Et si vous aviez un message adressé à nos auditeurs, souvent chercheurs, ce serait lequel aujourd'hui ? Alors, je pense que le message que j'aimerais adresser, c'est de dire que l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une aventure extraordinaire, à la fois humaine et puis en termes de découverte, c'est génial. On passe notre temps à apprendre. Et c'est quelque chose de relativement accessible finalement. Alors, il ne faut pas non plus créer des sociétés à tout va, mais c'est vrai que avant de participer au séminaire qu'animait Eric, donc j'y allais plus par curiosité et l'entrepreneuriat, c'était quelque chose pour moi de très lointain, très inaccessible. Ça faisait pas partie de mon monde. Et en fait, finalement, en rencontrant des entrepreneurs, c'est possible. Et c'est possible parce qu'aussi en France, on a quand même un écosystème extrêmement riche et qui nous soutient dans cette création d'entreprise. Et je pense que c'est vraiment intéressant de le découvrir. Jeanne, une dernière question. Si vous deviez tout refaire, est-ce que vous referiez tout pareil ? Alors, d'un point de vue... je pense la réponse est probablement non. D'un point de vue macroscopique, oui, parce qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fière de ce qu'est Eversome et de ce que c'est en train de devenir et comment ça grossit. Et je suis
je pense convaincue qu'avec Nicolas, on a fait les bons choix, que ce soit stratégique, les bons choix de personnes. Enfin, aujourd'hui, c'est tout un ensemble qui fonctionne à nos yeux et que je changerai pas. Après, d'un point de vue microscopique, oui, évidemment, je pense qu'il y a des choses qu'on a faites qu'on pourrait faire différemment, qu'on aurait pu mieux faire, on aurait pu mieux se renseigner avant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on referait mieux, mais finalement, dans l'ensemble, on est plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à construire et de comment ça avance. Merci Jeanne, merci Harry d'être resté avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le déclic Deep Tech. Je m'appelle Laurent Simon. Lisez The Meta News et à très bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.